peut se demander, dans le contexte, si derrière Pinocchio, il n'y a pas une analyse sociétale, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un arrière-plan, après 1848, de pauvreté et d'inégalité sociale? On est dans une Italie qui est à peine unifiée. Et quand on dit à peine unifiée, c'est avec des gens qui ne parlent pas la même langue, parce qu'on ne parle pas la même langue dans le Milanais, à Rome, à Florence, à Naples et à Palerme, pour prendre les grandes villes. Et en plus de ça, il faut se remettre dans le contexte parce que on est dans un système qui est celui du 19e siècle, une société du 19e siècle, où l'industrialisation est en cours. Ce qui veut dire, s'agissant de l'Italie, une société dans laquelle il y a au sud des latifondia, c'est-à-dire des propriétés immenses, où il y a une aristocratie, qui souvent d'ailleurs est étrangère, dans une société où on a une église qui est extrêmement prégnante, et une société également d'inégalité. D'inégalité face à la culture, on a quand même près de 80% des gens qui ne savent ni lire ni écrire, d'où l'intérêt de mettre des images dans ce qu'on écrit et quand on est auteur. Et en même temps, une société où tous les pauvres du Sud vont vers le Nord et encombrent les usines. Il faut imaginer ce que peut être, même dans l'agriculture, toutes ces femmes isolées qui viennent du Trentin, du Haut-Adige et qui vont en saison s'occuper du riz dans le Bas-Piémont, autour du Pô. Il faut imaginer ce que cela peut être. On a quelques films réalistes de l'après-guerre qui montrent un peu cette situation. Mais c'est une horreur, c'est une horreur. Le chant des miracles, Campo dei Miracoli, il Paese dei Balocchi, le pays des jouets, le ventre poisson-chien. Comment on pourrait les décoder? Moi, ce qui me plaît dans ces lieux, c'est que ces lieux sont mythiques. Ils appellent une, une réflexion sur l'imaginaire, et pas seulement sur l'imaginaire. Ils appellent à travers l'imaginaire une réflexion sur l'illusion. Vous vous rendez compte? Croire qu'on va pouvoir mettre ces sequins, les sequins c'est des pièces d'argent, enfin d'or, ces pièces, qu'on va pouvoir les enfouir, les arroser et que ça va faire un arbre à sequins. Enfin, c'est fantastique d'y penser. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous dire, j'ai des tas de sequins que j'ai mis en terre. J'ai des tas d'arbres que j'ai voulu arroser. Eh ben, que ce soit en matière d'argent, que ce soit en autre matière, je me suis rendu compte, au bout du compte, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait qu'une illusion, de quelque manière que je l'habille. Et c'est ça que je trouve dans Pinocchio, et c'est ça que je trouve bien. Pourquoi dans le pays des jouets, les enfants, les élèves se transforment en ânes? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, qui est classique, c'est qu'on met des bonnets d'âne dans les écoles. Donc bon, on va se retrouver avec un bonnet d'âne. Et d'ailleurs, quand Collodi fait faire ça, publie pour la première fois Pinocchio, son dessinateur, il fait bien des bonnets d'âne à Pinocchio et à Lucignolo, c'est-à-dire Lumignon, son copain. Ouais, il n'y a pas que ça, il y a plus que ça. Parce que pourquoi un âne? Parce que l'âne, il est porteur à la fois de mort et de résurrection. Il faut pas oublier l'âne rouge des Égyptiens. Faut pas oublier la mâchoire de l'âne avec laquelle Samson va tuer les Philistins. Il faut pas oublier tout ça. Mais il faut pas oublier non plus l'ânesse, l'ânon sur lequel Jésus entre dans Jérusalem et qui est le début d'un facteur, d'une idée de résurrection, donc de renaissance, etc., etc. Enfin, c'est quelque chose de fou. Donc un âne fabuleux. Alors, autre lieu mythique, le ventre poisson. Le ventre poisson, on frise aussi la Renaissance. Oui, absolument, absolument. Le ventre du poisson, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'utérin. Et puis il va sortir de cet univers utérin, notre Pinocchio. Il va sortir en tenant son père par la main ou sur les épaules. C'est quelque chose de terrible. Il va sortir avec tout ce qu'il a eu de culture, de tradition, pour autre chose, pour traverser un liquide amniotique qui est extérieur, qui est la mer, et se retrouver finalement sauvé sur la terre, et sauvé d'ailleurs grâce à un thon. On sait que le thon, c'est bon.
On passe aux personnages et aux animaux fantastiques. Alors, j'aimerais que vous nous souleviez un petit peu les archétypes que représente Geppetto, Mangiafuoco, la fée bleue, le chat et le renard, le poisson-chien. Et une petite question finale, c'est pourquoi dans votre ouvrage vous parlez si peu du grillo parlante? On en parle très peu, alors que tous les autres animaux sont vraiment parfaitement étudiés. Chaque animal a bien sûr sa signification, qui est sa signification culturelle, sa signification mythique, hein. Tout le monde sait que le renard, le goupil en français, le goupil est intelligent, hein, qu'il est rusé. Donc là, on va trouver de la ruse. On trouve tout ça. Le grillo parlante pose plusieurs problèmes. Le premier problème du grillo parlante, c'est ce que l'on en a fait. Le grillo parlante, il meurt dès les premiers chapitres de Pinocchio. Alors que quand on regarde, par exemple, ce qu'en ont fait euh, Walt Disney, je ne le porte pas dans mon cœur, Walt Disney d'une façon générale, mais alors, dans Pinocchio, euh, écoutez, ne me faites pas parler de Walt Disney dans On Pinocchio. passe à Mangiafuoco et la fée bleue. Alors, on va parler d'abord de la fée bleue parce que c'est beaucoup plus important pour moi que Mangiafoco. Parce que Mangiafoco, c'est différentes choses. C'est c'est un petit peu un polyphème, c'est un Héphaïstos, c'est un petit peu tout ça. Et il C'est a un donc, manipulateur, hein? c'est un manipulateur puisque le marionnettiste, hein. Et on sait ce que veut dire il marionnettiste en italien quand on a suivi l'actualité des années 1970 à 1990 et un peu au-delà même. Bon. C'est un autre problème. Mais la fée bleue. La fée bleue me pose un problème majeur. Et où la fée bleue, c'est une femme. Enfin, est-ce qu'une fée est une femme? Est-ce qu'une femme soit une fée, j'en suis persuadé. Mais qu'une fée soit une femme, ça me pose un autre problème. Et alors, c'est le seul élément féminin qu'on va trouver dans Pinocchio. Tout à l'heure, je disais, il faut voir Pinocchio avec les yeux de son temps, du temps de Pinocchio, de Collodi, et non pas avec son temps actuel. Mais regardez un petit peu. C'est le prototype de, si on ramène ça à la femme, de la femme qui est mère, qui est belle, qui est gentille, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Alors, pourquoi je parle beaucoup de la Fée Bleue et pourquoi ce personnage m'intéresse? Parce que c'est à partir de la Fée Bleue, notamment, que toute une littérature chrétienne de la fin du XIXe siècle et qui s'est poursuivie parce que ça se poursuit, voit dans Pinocchio un bouquin chrétien, une histoire chrétienne. La Fée Bleue, mais c'est la Vierge Marie. Alors, j'essaie de démontrer, on va pas le faire ici, hein, que c'est stupide. La fée bleue, c'est pas la Vierge Marie. Et en plus de ça, je vais vous dire un petit détail. Vous voyez, la fée bleue, elle a les cheveux bleus. C'est pour ça qu'on l'appelle la fée bleue. Pas parce qu'elle a la peau bleue. C'est pas une Touareg, hein. Mais elle a les cheveux bleus. C'est l'enfant aux cheveux bleus. Les Italiens emploient le mot turchino. Une couleur très particulière, le turchino, qui répond à quelque chose qui existait à la fin du XIXe siècle, qui étaient des petits cubes qui étaient mélangés à la lessive de rinçage du linge pour donner au drap une nuance un peu bleue. Et on voyait dans les champs en Italie, comme on voyait d'ailleurs dans les pays, dans les pays qui étaient à côté. On voyait ça en Provence, on voyait ça dans un pays que j'adore, qui est la Corse, de l'autre côté, dans les champs, sur l'herbe, des plaques qui étaient blanc-bleu. C'était les draps qui séchaient au soleil. Enfin, parce que quand on regarde la fée bleue de notre ami Walt Disney, écoutez, j'ai l'impression de voir que on a fait de Rita Hayworth et notamment des images de Rita Hayworth que les gens montaient sur les bombardiers et faisaient sur les bombardiers qui allaient tuer des milliers de gens. Les archétypes de Geppetto. Oh, Geppetto, il façonne, il fabrique, c'est l'artisan. C'est un type fantastique, Geppetto. Il a une constance incroyable. Regardez du début à la fin, il va rechercher son fils.
du début à la fin son fils. Il en a fait son fils. Il a fait d'une marionnette son fils. Vous vous rendez compte, quand un artiste arrive à faire de son œuvre quelque chose de vivant, on est dans Galatée, on est dans Pygmalion, on est dans toute la mythologie grecque, avec ce qu'elle a de plus fantastique, mais aussi de plus merveilleux. Faire devant soi, quand on fait une statue, quand on fait une marionnette en bois, faire devant soi qu'elle vive. Et là, il y a une force extérieure, que ce soit dans Pygmalion ou que ce soit dans Pinocchio, qui va faire vivre cet objet. Et ça, c'est fantastique. Vous me faites une superbe transition sur les épreuves initiatiques. Parce que quelque part, Pinocchio va résister aux éléments, il va devoir se battre contre la dualité. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que les mensonges, du point de vue initiatique, pourraient être des étapes pour atteindre la vérité? Attendez, tout le monde ment. Hein. Et ça commence très tôt. Hein. C'est pas moi, c'est mon doigt qui est allé dans la confiture. Enfin bon, il faut. Moi, c'est du vécu hein, pour ça. Je vais vous en parler. Alors vous, je sais pas, mais moi, c'est du vécu. Et alors, et en plus de ça, le mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de travestir ce qui est en fait une vérité. Sous le mensonge, il y a une vérité. Il y a quelque chose que l'on croit. Or, l'accès au mystère, il ne peut se faire que par quelque chose, une approche qui n'est pas directe, indirecte. Cette approche indirecte, c'est le symbole, c'est l'analogie, c'est le paradoxe. Et le paradoxe, il existe en franc-maçonnerie, il existe dans toutes les sociétés initiatiques, il existait également dès l'Antiquité. Voilà. Et on va retrouver ça dans le mensonge. Votre ouvrage est un essai. La définition d'un essai, c'est un ouvrage au travers lequel l'auteur nous exprime ses réflexions, ses idées personnelles. Et ma question finale serait peut-être celle-ci. Pinocchio, c'est plutôt un mythe, plutôt une légende, plutôt un conte initiatique. Quel pourcentage de chaque définition possible? Voilà. Donc on trouve ce qu'on veut. Maintenant, c'est aussi quelque chose d'initiatique, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre quelque chose d'initiatique existant et le plaquer sur Pinocchio. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre la chose inverse et se demander pourquoi euh, Collodi dans Pinocchio nous fait picorer à droite, à gauche, des petits éléments dont nous allons tirer quelque chose. Parce que s'il y a non seulement les épreuves dont vous parliez tout à l'heure, qui forment l'individu, mais il y a aussi tout ce qu'il va chercher dans son expérience personnelle, dans ses émotions, qui va chercher dans cette culture qui est la sienne, c'est-à-dire une culture qu'il récupère et en même temps une culture qui provient de sa propre expérience. Pinocchio est expérience et la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est expérience. Si Pinocchio c'est non au pantin et oui à l'humain, bravo pour un essai qui rappelle qu'un conte pour enfants peut aussi être un message pour les adultes.